Bonjour, bonjour. Nous voici comme promis pour le live sur la motricité libre. Alors d'après mon ordinateur, nous avons 4 minutes d'avance. Voilà, une fois n'est pas coutume. D'habitude, j'ai plutôt 3 minutes de retard. C'est moi qui l'ai boosté. Voilà. Pendant le temps que les gens arrivent, je vais tranquillement me représenter pour les personnes qui regardent en replay et qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Dominique Vicassio, j'accompagne vos relations. Si vous avez un problème relationnel entre quelqu'un et quelqu'un, à peu près, eh bien, je peux vous aider, soit en accompagnement individuel, en atelier parents ou en formation professionnelle de l'enfance ou entreprise. Je vois que Marion est arrivée. Bonjour Marion. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Faites-nous un petit coucou quand on sache que vous êtes là. Ce sera mieux en français. Je vais laisser Morgane se présenter. Donc bonjour, je suis Morgane, je suis maman d'une presque grande de presque 5 ans, Gaëlle, que Dominique a rencontré tout bébé, et d'un petit garçon de 16 mois. Voilà, je suis professeure des écoles mais en congé parental et j'essaie d'en profiter un maximum. Nous faisons des ateliers avec la pédagogie de Maria Montessori, donc dans la véranda où nous sommes actuellement. Il y a encore d'autres espaces. Donc, je dis nous parce qu'avec ma collègue Marianne, on propose pour les enfants de 3 à 12 ans des ateliers bilingues français-anglais. Je m'occupe que du français, heureusement, pour les enfants. Voilà. Et puis, je m'occupe toute seule des petits, des 18 mois, 3 ans, accompagnés d'un adulte, d'une nounou, d'un parent, un grand-parent. Voilà, pour partager cette pédagogie, puis commencer aussi avec un peu la motricité libre quand il y a des plus petits encore qui nous accompagnent. Voilà, donc je suis contente d'aborder ce sujet. Voilà. Je veux dire, quand j'ai eu l'idée de faire les lives avec des partenaires, avec live à deux, donc j'ai eu l'idée de faire un live avec Morgane. Et la façon dont j'ai fonctionné pour ces lives avec les partenaires, c'est que c'est les partenaires qui ont proposé les sujets de live. Et quand Morgane m'a proposé la motricité libre, ben, ça m'a semblé une très bonne idée parce que, comme elle disait, j'ai rencontré Gaëlle quand elle était toute petite parce que c'était mon tout premier groupe d'atelier motricité libre. Hein. Le groupe test pour voir si c'était pas trop pire. Bon, avec le papa, c'était chouette. Voilà, ça allait, c'était pas trop pire. Très bien. Voilà, et à partir de là, j'ai continué à proposer ces ateliers. Donc, ça me fait vraiment plaisir de parler de la motricité libre avec Morgane. Voilà ce que je voulais dire. La première chose que je veux dire, vraiment importante pour moi sur la motricité libre, hein, donc rapidement, la motricité libre, c'est une approche, un accompagnement du bébé de la naissance à la marche et même plus, qui a été proposée par une pédiatre hongroise, Amy Pickler, dans les années 40-50, 1900 bien sûr. Voilà, donc ça, mais seulement ce que je voulais dire, c'était que les principes qu'elle nous propose pour accompagner le bébé, on peut les utiliser à tous les âges et que finalement, ça va être exactement la même chose pour les enfants plus grands et même pour les ados. Et même des fois, on pourrait avoir ça pour les adultes. Ça va juste biper, alors j'enlève le son, ça sera mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire. Sinon, comment je vais vous présenter ça? Je vous explique les 7 principes. On part sur les 7 principes de la motricité libre et puis on va voir en même temps qu'il y a beaucoup de points communs entre la motricité libre et Montessori, même s'il y a des différences, mais qui sont peut-être plus des différences de détail. Hein. Si on tombe dans les matériels proposés pour les vraiment petits, puisque Montessori propose aussi pour les petits. Hein, voilà. Et donc, pour tout ce qui est, il y a des différences sur le matériel, sur la façon, les choses proposées sur les vraiment petits, qui sont peut-être plus du détail, parce que fondamentalement, dans l'état d'esprit, c'est extrêmement proche, et c'est des façons d'accompagner l'enfant qui sont cousines, on va dire. D'ailleurs, le premier principe, qui est la libre activité de l'enfant, c'est aussi un principe qui s'applique à Montessori. Puisque les enfants choisissent eux-mêmes l'activité en fonction de
leur envie, ils y passent le temps qu'ils souhaitent et ils reprennent l'activité autant de fois qu'ils veulent. Ouais. Donc, pareil pour les Voilà. petits. Et donc, en motricité libre, ça, c'est vraiment une base. Dans la libre activité de l'enfant, on a 3 éléments qui sont vraiment importants. Le premier, qui est le plus connu, c'est qu'on ne positionne pas un enfant dans une position physique qu'il ne sait pas prendre et quitter par lui-même. Ce qui signifie, par exemple, qu'on ne va pas l'asseoir tant qu'il ne sait pas s'asseoir et se désasseoir. Bon, désolé pour le néologisme, mais vous comprenez. Même si l'enfant sait s'asseoir, s'il ne sait pas quitter la position assise, on ne l'assoit pas. On continue à le poser à plat sur le dos, puisque c'est la position de base. Donc, quand je fais un atelier motricité libre, ce que je dis au début, c'est que bon, c'est très simple. On a 5 ateliers de 2h30, mais je vais vous résumer tout en une fois. Vous posez votre enfant à plat dos et puis vous revenez dans un an quand il marche. Voilà. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu caricatural, mais c'est l'idée. Et donc, ne pas mettre l'enfant dans une position qu'il ne sait pas prendre, quitter par lui-même. Ça, c'est une des bases de la libre activité, mais ça va avec l'autonomie. Alors là, il y a une phrase de Pickler que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, vous allez voir, vraiment va très au-delà du bébé. Ça va pour l'enfant, puis même pour les grands, puis même pour les pays. C'est que l'autonomie de l'enfant, ça n'est pas un objectif. C'est un droit de l'enfant. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de rendre mon enfant autonome. Mon objectif, c'est de respecter l'autonomie de mon enfant. L'autonomie, c'est la possibilité de prendre ses décisions par soi-même. Il n'y a pas besoin de le rendre, sinon c'est pas par soi-même. Si je te rends autonome, c'est moi qui le fais. Il n'y a que l'enfant qui peut être autonome. On ne peut pas rendre quelqu'un autonome. Maria Montessori disait toute aide inutile entrave le développement de l'enfant. Donc être là pour le soutenir, mais pas attendre le moment aussi il nous demande de l'aide et le laisser expérimenter avant d'être toujours derrière eux. Voilà, ça c'est vraiment une base. Donc j'adore ce concept de Pickler de l'autonomie qui est un droit de l'enfant. Hein, c'est-à-dire que je respecte le droit et avant d'intervenir, je me dis est-ce que je respecte son droit à l'autonomie? Y compris quand il a du mal à faire quelque chose, est-ce que je respecte son droit à chercher et à avoir du mal? C'est aussi un droit. Et dans la libre activité, il y a un 3e point qui est important et qui est extrêmement présent chez Montessori aussi, c'est l'environnement adapté. On va agir sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas rien. Hein. Quand je disais alors on le pose à plat dos et puis on revient dans un an, bon, j'exagère un peu. Ouais. On ne fait pas rien, mais on travaille sur l'environnement et pas sur l'enfant. Et on propose un environnement qui est adapté à ses besoins. Et là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure en préparant avec Morgane, hein, un point commun. Enfin, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de points communs entre Pickler et Montessori, parce qu'elles sont parties, elles ont conçu leur proposition d'accompagnement en observant d'abord les enfants pendant longtemps. Et après avoir observé beaucoup d'enfants pendant longtemps, elles ont proposé des choses. Alors que d'autres méthodes d'apprentissage ou d'accompagnement du bébé sont parties dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à ce qu'on pense a priori des enfants ou des bébés et on a proposé une méthode. Et on a testé sur les enfants. Là, c'est vraiment l'inverse. D'abord, elles ont observé les enfants, voir comment ça se passe, comment les bébés et les enfants réagissent, et ensuite, on a adapté. Et à tout âge, en fait. Le but, c'est d'observer son enfant tous les jours, voir Maria Montessori parler des périodes sensibles, voir dans quelle phase est-ce qu'il est, et proposer des activités pour répondre à son besoin. Donc ça, c'est une chose importante. Et à tout âge, on peut favoriser cette autonomie. Donc, par exemple, lors des ateliers, c'est directement décrocher à la taille de l'enfant pour qu'il puisse mettre sa veste, un endroit pour s'asseoir tranquillement et enlever ses chaussures, mettre ses chaussons. Après, dans la vie familiale, nous, c'est pouvoir accéder au lavabo pour se laver les mains en rentrant d'école, à table, pouvoir s'asseoir seul, chercher sa serviette, se servir de l'eau avec un petit pichet, etc. Plein de choses. Même monter sur la table allongée pour le petit dernier. Voilà. Du coup, ça me fait rebondir sur les autres. Donc, on a dit la libre activité de l'enfant, premier principe de la motricité libre. L'observation de l'enfant, dont Morgane vient de parler, qui est liée. Si je n'observe pas mon enfant, je ne peux pas adapter l'environnement. C'est logique. Donc, j'observe où il en est. Je vais donner un exemple personnel. Pour mes 2 derniers, qui ont 6 ans, quand ils étaient petits, donc je les avais mis à plat au milieu des canapés, là où il y a le tapis,
voilà, le tapis. Et ça se passait très très bien. Mais à un moment, ils ont commencé à ne plus supporter d'être là. Et en fait, on peut se dire, c'est parce qu'il veut être avec moi, il veut que je le porte dans les bras, etc. Mais ça, c'est vraiment un piège. Quand notre bébé ne supporte pas du tout d'être posé, il vaut beaucoup mieux se poser la question, en dehors de tout problème de maladie ou quoi que ce soit, mais il vaut mieux se poser la question, est-ce que je peux adapter l'environnement pour qu'il soit bien? Parce que s'il demande d'être avec moi, c'est que là où je le pose, ça ne l'intéresse pas. C'est pas obligatoirement qu'il veut être 24 heures sur 24 avec moi. Alors, il veut être beaucoup avec les adultes, ok. Ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais un enfant peut rester plus longtemps qu'on ne le croit en activité autonome, posé par terre, un bébé, si l'environnement est adapté. Et là, il commençait à râler. Et en fait, j'ai carrément enlevé un des canapés que j'avais. J'ai mis devant une positrice qui n'est pas hyper pratique, mais ça dure quelques semaines. De façon à augmenter le champ visuel, la zone où ils sont. Et d'un coup, j'ai pu à nouveau les poser pendant plusieurs dizaines de minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'observe ce qui se passe et je réadapte l'environnement. Je modifie, ouais, voilà, en fonction des observables et de l'âge. Et donc l'environnement change, s'adapte. Voilà. Une autre chose sur l'environnement, c'est le faible nombre de propositions. Souvent, on leur propose beaucoup trop de choses au bébé. À la fois pour qu'ils puissent bouger, il faut qu'il n'y ait pas des objets partout. Et à la fois, pour qu'ils puissent s'intéresser aux objets, il faut qu'il y en ait très peu. Voilà. Quand il a un mois, un seul objet, ça va suffire. Si vous voulez tourner, ben vous tournez, mais un seul à la fois, ça suffit. Ensuite, un autre principe, c'est la présence de l'adulte qui est la base de sécurité de l'enfant. Et puis, j'en donne deux en même temps, la relation privilégiée entre l'adulte et l'enfant, entre l'adulte qui s'en occupe et l'enfant. La relation privilégiée entre l'adulte qui s'en occupe et l'enfant, c'est quelque chose qui a été proposé, puis Claire, elle a travaillé dans des collectivités. Donc, c'est de là que vient l'idée d'avoir un référent dans les crèches, etc. Quand c'est à la maison, forcément, le référent, c'est beaucoup plus naturel. Mais c'est important de penser à nourrir la relation. Et c'est important qu'il y ait un adulte qui soit présent. Puis Claire nous propose que tant que l'enfant est bébé, jusqu'à 2 ans, 3 ans, il nous voit 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, il a un adulte référent qu'il voit. Soit de préférence sur sa base de sécurité, sinon les personnes qui sont importantes aussi, mais qu'il voit régulièrement, tout le temps, même pas dans la nuit. Tu nous avais parlé du porte-avions. Donc, oui, l'image du porte-avions. Voilà. Oui, alors l'image du porte-avions, elle a été proposée au départ par Nicole Guédonné, reprise régulièrement par Isabelle Fillosa. C'est que le parent est une base de sécurité, le porte-avions, l'enfant c'est l'avion, il s'envole à observer le monde, et puis il revient sur son porte-avions. Pour recharger les batteries. Voilà. Au début, il n'a pas beaucoup d'autonomie, il ne peut pas aller très loin, il doit revenir régulièrement. Et quand il est petit, il a même besoin, pendant qu'il est en train de partir, de voir que le porte-avions il est toujours là. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, il peut aller de plus en plus loin. Mais c'est valable, y compris pour les adultes, en fait. On a tous des porte-avions, on en a plusieurs. C'est ce qui nous permet de faire les plus grands tours du monde. Mais de temps en temps, on doit revenir à notre porte-avions. Cette histoire de porte-avions est aussi intéressante parce qu'elle explique votre enfant, votre bébé est en train de jouer tranquillement, il est passionné par un petit machin qu'il a trouvé. Le téléphone sonne, vous décrochez le téléphone, immédiatement, il veut que vous le preniez. En fait, il voit que le porte-avions est occupé et il veut absolument vérifier s'il a besoin d'y aller, ça sera libre. Donc ça, c'est ça c'est vraiment une base. Et donc la présence de l'adulte, chez Piclair, ça va jusqu'au fait que les crèches qui travaillent selon Piclair sont aménagées de telle façon que la zone de nuit et la zone de jour sont dans un même endroit. Et l'adulte, du coup, il peut à la fois être visible par les enfants qui sont réveillés et par les enfants qui sont endormis quand ils se réveillent. Du coup, on a déjà dit la libre activité de l'enfant, l'observation de l'enfant, la présence de l'adulte, base de sécurité, la relation privilégiée. Il y a l'importance de la verbalisation. C'est-à-dire que je vais mettre des mots sur ce qu'il se passe. Ça va permettre d'accompagner l'enfant et de l'introduire petit à petit à tout ça. Par exemple, on revient sur l'aide. Si l'enfant a du mal, par exemple, il veut se tourner, un petit bébé, il veut tourner, il n'y arrive pas, il essaie d'attraper le truc, il n'y arrive pas, il chouine. La première chose à faire, c'est de verbaliser plutôt que d'aider. Ah ben oui, c'est compliqué d'attraper ce jouet.
Je vois que c'est difficile. Voilà. Et puis souvent, on est surpris, vraiment surpris de l'impact de ce genre de phrase. On se dit non, mais c'est ridicule. La première fois qu'on dit ça, on se dit mais ça va être ridicule, il lui dit ça. Et ben non, en fait, ça a un impact important. Il nous en manque deux axés sur le corps. La qualité du soin, ça c'est vraiment important, je vais y revenir juste après, et le bien-être corporel de l'enfant. Le bien-être corporel de l'enfant, c'est très simple, ça veut dire que je vais l'habiller d'une façon où il peut bouger, parce que sinon il ne peut pas découvrir son corps, ses pieds, voilà, d'abord il découvre les pieds, puis les mains, puis il se tourne, bon. Il faut que je l'habille d'une façon où il peut facilement bouger. En gros, il lui vaut mieux une tenue qui ressemble à une tenue de sport qu'une tenue de mariage, quoi. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc le bien-être, il y a aussi dans le bien-être corporel des choses auxquelles on ne pense pas toujours, sur les courants d'air, le froid, le chaud, etc. On y pense au tout début quand ils sont très petits, mais quand ils ont grandi, on n'y pense pas forcément, et des fois ça peut être une cause du fait que l'enfant aime plus rester par terre. En particulier par terre, des fois on a des courants d'air tout légers, à ras du sol, qu'on ne ressent pas forcément, et si lui il le sent, il ne peut pas être à l'aise pour vivre ce qu'il a à vivre. La qualité du soin, c'est vraiment un point très très important chez Picler qui fait le pendant de la libre activité. En gros, pendant que le temps où l'enfant est réveillé, posé à plat, on le laisse tranquille, on ne lui propose pas d'activité, on le laisse vivre sa vie, on lui propose dans le sens qu'on pose des choses autour, mais c'est tout, on n'organise pas une activité. Mais il a aussi besoin de liens et de relations. Et puis Claire nous propose d'utiliser tous les moments obligatoires de soins au sens large, c'est-à-dire le change, le repas, l'habillage, le bain, les petits soins du nez, des yeux, de je ne sais pas quoi, s'il y a un problème. Tout ce moment de soins au sens large, il nous propose de l'utiliser pour nourrir la relation. Elle a proposé ça parce que ça vient au départ d'un orphelinat où il n'y a pas énormément de temps pour chaque adulte, pour chaque enfant, et que au lieu de faire le soin de façon machinale, donc de ne pas être en relation avec l'enfant, ce qui donne aussi à l'enfant le message implicite que son corps est un objet, après il faut mettre du temps pour la relation. Ben non, on va faire les deux en même temps. En même temps, ça transmet un message de respect du corps, parce que je suis en train de te prendre soin de toi, pas en train de changer une couche. Et en même temps, ça nourrit la relation. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer si vous avez un bébé, et même si vous avez un grand, d'ailleurs. Parce que... Ils commencent à se laver seuls, etc. Voilà. C'est aussi voir s'ils ont besoin d'aide ou de respecter leur corps. Donc, on sourit le dos encore à laver, parce que c'est pas très accessible, mais dès qu'ils sont en âge, de commencer à laver petit à petit certaines parties de leur corps. Et ça fait quelques jours que je sais qu'on va faire ce live, du coup, je repense à la motricité libre plus souvent. Et ma seconde, qui a 12 ans, hein, donc elle est large, la marche, ça c'est acquis, c'est bon. Elle vient l'autre jour et elle me dit, est-ce que tu peux me faire une queue de cheval? Non, moi j'étais sur l'ordinateur en train de travailler. C'était le matin, au moment où elle se prépare pour aller au collège. Je dis oui, je prends tout ce qu'il faut pour faire la queue de cheval, et puis je fais la queue de cheval, et en même temps, j'étais encore en train de réfléchir à ce que j'étais en train de réfléchir. Et puis tout d'un coup, elle me dit, mais regarde ce que tu fais. En fait, j'étais en train de faire une queue de cheval tout le travail. Et quand elle m'a dit ça m'a rappelé à la motricité libre, dire au-delà de la queue de cheval de travers, qui n'est pas très important, ce qui était dommage, c'est que j'avais une occasion de relation que je n'étais pas du tout en train de vivre. J'aurais fait un cheval sur une tête à coiffer, c'était pareil. Et elle aurait eu un robot qui lui faisait la queue de cheval, c'était la même chose. Donc, j'ai posé le cerveau avec la réflexion qui était en cours, je me suis retournée et j'étais en lien avec elle. Et donc, une solution que propose Picler pour être en lien quand on a du mal, c'est de verbaliser. Ça paraît très artificiel, mais c'est intéressant parce que c'est une solution pour se mettre en conscience de ce qu'on fait. Donc, je me suis mis à dire, ah ben oui, tiens, je vois qu'avec cette brosse, c'est difficile d'enlever les petites bosses des cheveux. Et au début, ça paraît très artificiel, mais très vite, au bout de 3 phrases, on rentre dans un échange et on est en lien. Bah, les enfants là-dessus, ils sont vraiment... ils ne nous laissent pas beaucoup de chance. Hein. Ils voient très bien si on est avec eux ou pas, si on fait d'autres choses en même temps. Moi, je reviens par rapport à la pédagogie Montessori, c'est quand on est avec l'enfant et qu'on fait une présentation matérielle, on n'est vraiment qu'avec eux. C'est pour ça qu'on est deux. Donc, il y en a une qui s'occupe des autres enfants, qui peut répondre à leurs sollicitations. Mais quand on est avec un enfant, bah, on est 100% avec eux.
Et ça, c'est voilà, un respect. On offre un moment à l'enfant. L'enfant aussi nous offre un moment avec lui de partage. Et ça, c'est une des choses importantes. Et je reviens aussi sur la verbalisation. Donc, en plus du lien qui se crée, il y a aussi tout le langage qu'on apporte parce que l'enfant, il apprend de l'environnement qu'il découvre, mais aussi voilà, des pulsions qu'il a à l'intérieur, de se découvrir et de découvrir. Et le langage, il l'apprend sans s'asseoir devant un livre, voilà, par les échanges qu'on a avec les autres personnes, adultes, enfants. Et ça, c'est aussi un moment important. Ouais, alors ça, c'est absolument, vraiment, c'est très, très important, le fait de parler à l'enfant. L'enfant, il apprend à nous entendre parler entre les autres personnes, mais il apprend encore mieux quand on lui parle à lui. De manière posée, correcte, lente, avec un vocabulaire d'adulte, voilà. Bien construit. Donc ça, c'est important aussi. Ouais. Est-ce que, je vois qu'on est déjà à 20 minutes, il y a encore des choses à dire, hein, mais en attendant que si vous avez des questions, des remarques, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez observé chez vos enfants, même grands, petits ou grands, où vous dites que peut-être il y a de l'environnement à modifier, ou des expériences que vous avez eues, où en modifiant quelque chose dans l'environnement, ça a changé quelque chose. Voilà. Comment ça se passe le change chez vous, si vous avez des petits? Voilà, ou des moins petits d'ailleurs. Le change, ça va jusqu'à un enfant assez grand, hein, et Picler, propose de cesser le change couché dès que l'enfant sait se tenir debout. Et donc, il propose le change debout. Alors, c'est très inhabituel pour nous. Mais en général, on réduit beaucoup les problèmes d'enfants qui refusent d'être changés. On ne les supprime pas, hein, parce qu'il n'y a rien qui est magique, ça n'existe pas, la magie. Mais on réduit beaucoup les problèmes. L'enfant est debout. Et donc, dans les crèches Picler, on a des tables allongées avec, comme un lit à barreaux, en fait, sur 3 côtés. Pas le côté où on est là, mais les 3 autres côtés, il y a des barreaux très hauts, comme sur un lit. Parce que comme l'enfant est debout, pour qu'il puisse ne pas tomber si jamais il trébuche ou n'importe quoi. Voilà. Et ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir vraiment à tous les âges. En fait, l'idée, c'est d'intervenir le moins possible et d'intervenir qu'à la demande et de permettre à l'enfant de faire tout ce qu'il peut faire à tous les âges, y compris en prenant du temps, du coup. Ouais, il faut proposer, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, moi, le mien, il marche depuis j'ai 13, 14 mois, et donc là, à 15, 16 mois, on va au petit lavabo, il y a le petit marche-pied, et c'est des choses qu'on instaure petit à petit. Alors oui, comme dit Dominique, c'est le temps. Voilà, on ne fait pas forcément à chaque fois, mais déjà quand on le fait, voilà, prendre le temps de le faire. Et on crée une habitude quand il n'a pas forcément envie qu'on lui change sa couche. Voilà, le faire monter l'autre petit marche-pied pour accéder à la table allongée, déjà ça l'invite et il a plus envie, participe plus. Donc c'est des choses, des détails, mais voilà. Essayer justement de se mettre parfois en retrait, ou si le conjoint il peut prendre le relais. Et avoir des petits moments d'observation. Souvent, on est tellement dans le rythme, dans le flux des choses à faire qu'on n'a plus le temps de se poser, d'observer. Donc même si voilà, on a quelques minutes de temps en temps, on dit tiens, occupe-toi-en, et puis moi je peux aussi observer. Ça c'est une chose que voilà. Je vous propose un petit jeu. On est mardi, c'est ça? Donc d'ici mardi prochain, observez vos enfants pendant une semaine. Au moins 5 minutes par jour. Tous les jours, pendant 5 minutes, vous observez vos enfants sans rien faire. Vos bébés et vos grands aussi. Tous les enfants. Vous les observez et vous venez nous dire en commentaire du live qui sera visible en replay ce que vous avez observé et est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça vous a fait réfléchir à quelque chose? Est-ce que vous avez aménagé des choses pour faciliter? Je vois Marion qui nous dit « J'ai fait spontanément le change debout avec mes grands, je trouvais ça plus pratique. » Avec la petite dernière, on n'y est pas encore. Non, elle est encore petite. Mais effectivement, voilà. Alors après, toi, tu trouvais ça plus pratique, ça dépend des parents. Il y a des parents qui trouvent ça plus pratique ou moins pratique. Mais dans Picler, vraiment, l'idée, c'est la praticité pour l'adulte, c'est en second. Ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Mais c'est en second. Et ça va très très loin parce que, par exemple, à un moment, ils avaient dans l'Institut Logsy où Picler a pratiqué et accompagné les enfants, ils avaient eu l'idée d'avoir des tables allongées avec un système qui faisait qu'on pouvait monter ou descendre la table allongée pour que
le personnel, en fonction de sa taille, est toujours à table à manger à la bonne hauteur pour lui, pour pas avoir mal au dos, avoir à se plier, ou etc. Ils ont essayé ça pendant 15 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un truc essentiel, c'est qu'ils ont regardé l'impact sur les enfants, parce que l'objectif, c'est de favoriser l'enfant. Et ils ont vu que les enfants étaient perturbés parce que, en fonction de si la table à manger était plus haute ou plus basse, ils n'avaient pas le même point de vue et ça les perturbait parce qu'ils ne comprenaient pas du tout. Parce que c'est beaucoup trop compliqué pour un bébé de quelques mois de comprendre que c'est le même endroit mais qu'il a changé de place, etc. Ils ne le voient même pas changer de place puisque c'est baissé ou monté quand il n'est pas dessus. Et ils ont décidé de supprimer cette table à manger qui montait ou descendait pour permettre à l'enfant de garder des repères spatio-temporels stables qui le sécurisent. Mais en même temps, ils n'ont pas oublié les adultes. Et donc, ils ont mis les tables à manger en hauteur pour les plus grandes personnes. Et il y avait 2 marchepieds de taille différentes stables pour que les adultes puissent monter dessus et ne pas avoir mal au dos, mais en gardant la stabilité pour les enfants. Et ça, c'est vraiment un exemple de ce que Picler nous invite à faire. Alors évidemment, nous, on n'a pas ce genre de problème à la maison, puisque voilà, mais c'est l'état d'esprit. Ouais. Mathilde nous dit quoi? Je vais essayer le change debout avec mon cascadeur 10 mois et demi. Ouais. Debout, 4 pattes, mais ne s'assied pas. Voilà, il faut essayer. Alors le fait qu'il ne s'assied pas, ça c'est assez naturel. Hein. C'est-à-dire que l'enfant va d'abord faire du 4 pattes avant de s'asseoir. Si je ne l'assieds pas moi-même, ça va se passer comme ça. Il va d'abord faire du 4 pattes et après s'asseoir. Et selon les enfants, ils vont s'asseoir quasiment de suite après le 4 pattes ou beaucoup plus tard. Déjà oui, se mettre à 4 pattes, lever les fesses. Parfois après, c'est commencer à lever une jambe ou à en passer une de côté pour essayer de s'asseoir. Ouais. Mais si je vous mets à, vous pouvez, si vous savez pas très bien quelles sont les étapes de coucher sur le dos à la marche, eh bien moi je vous invite à vous coucher sur le dos vous-même et essayer de marcher et regardez que par où vous allez passer. Et vous n'allez pas de coucher sur le dos vous asseoir directement. Ou alors c'est que vous êtes champion du monde d'abdos et que vous avez envie de vous entraîner. Mais d'habitude, non, vous allez d'abord vous tourner, vous mettre pas vraiment à 4 pattes, mais presque, puis éventuellement vous asseoir, puis éventuellement vous lever. Voire, vous n'allez même pas vous asseoir, vous allez vous mettre à genoux et vous lever. Et quand vous vous levez, vous allez être d'abord à genoux, puis vous allez d'abord poser le premier pied. Donc vous allez être ce qu'on appelle la position du chevalier servant, que les enfants prennent un moment, un genou par terre et de l'autre côté la jambe, le pied posé. Et après, je me lève. Voilà. Et finalement, l'enfant, il fait la même chose que vous, sauf que il y a plus longtemps, il y a plusieurs mois. Mais c'est la même évolution, en fait. Hein. Moi, j'ai une question. Le mien descend, on a 2 marches entre le salon et la cuisine, et donc on lui a appris en se retournant, etc. Donc, il y a vraiment une phase où il descendait. Et là, donc depuis ces 15 mois, il est devant, il reste en haut, et il ne veut plus descendre. Comme s'il y avait une appréhension, ou alors une nouvelle vision, une nouvelle sensation dans son corps, mais il veut qu'on vienne l'accompagner, soit en descendant en lui donnant la main, soit il faut vraiment que je le porte pour le descendre, il ne veut plus. Ouais, alors par contre, parfois quand je pars dans la cuisine et que je le laisse se débrouiller, et qu'il a envie de chercher un jouet, il y va quand même, mais il y a des fois, alors je sais pas si c'est... En fait, l'enfant, il est comme nous, il y a des événements qui se passent et qui l'influencent. À un moment, il a dû se passer quelque chose qui fait qu'il n'a pas osé ce jour-là le faire. Et à partir du moment où nous, on l'aide, on lui transmet le message implicite qu'il a besoin de notre aide. Même si c'est lui qui demande. Hein. Ouais. Et donc, du coup, chaque fois, il redemande et ça devient... il faut qu'il réapprenne. Mais après, c'est pas obligatoirement un problème. Ça, c'est vraiment important. Oui, bien sûr. Le fait que tu ailles l'aider quand il fait ça, alors qu'il sait très bien le faire, et que la preuve, c'est que quand il n'est pas disponible, il le fait. Le fait que tu ailles l'aider, ça entretient le fait qu'il demande que tu l'aides, il n'y a aucun doute. Mais en soi, c'est pas un problème, parce que on a toujours peur que les choses se figent et soient catastrophiques. Mais enfin, à un moment ou à un autre, il va arrêter spontanément, sans que tu fasses rien, de te demander de l'aide. C'est juste obligatoire. Je veux dire. Ça va forcément. Après, la question c'est est-ce que toi, ça te pèse ou pas? Si ça te pèse pas, voilà. Si ça te pèse, il y a tout à fait moyen de lui dire non, tu vas y arriver tout seul. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut élargir. Hein. Ce qu'on fait agit sur les enfants, qui agissent sur nous. Et est-ce que c'est un problème aujourd'hui? C'est une question beaucoup plus intéressante que est-ce que ça va devenir un problème plus tard?
Parce que plus tard, on n'en sait rien. Ouais. Je veux dire, on ne peut pas savoir quel est le risque que ça fige la situation ou pas. Vous n'en savez rien. Alors, occupez-vous d'aujourd'hui, c'est déjà déjà suffisant. Marion nous dit, je ne saurais pas dire si j'y suis venue pour le côté pratique ou en m'adaptant à eux. Ça commence à dater. Ben oui, ils sont grands, t'es grands. La petite, 5 mois, en ce moment, est en admiration totale sur notre coude pendant le change. On a l'impression d'avoir à changer un petit kraken qui attrape tout ce qui se passe. Oui. Alors, j'aime bien, moi, ton histoire du coude, mais ça, c'est le premier jeu de l'enfant, c'est nous. Ouais. Nos mains, notre visage, Les cheveux. voilà, le coude, pourquoi pas, c'est original, mais il n'y a pas de raison. Et ça, c'est vraiment le premier jeu. Et puis, c'est son propre corps à lui aussi. Hein. Quand ils observent leurs mains, c'est magnifique à voir. C'est vraiment un chouette moment. Je vois que ça fait demi-heure. Alors, si vous avez encore des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Pendant ce temps, je vais vous résumer un peu, redire les 7 principes et vous dire comment Claire propose qu'on le mette en place concrètement. Et puis après, on va s'arrêter, sauf si vous avez des questions. Je vous redis rapidement les 7 principes sans détailler. La libre activité de l'enfant, le bien-être corporel de l'enfant, la qualité du soin, la verbalisation, la relation privilégiée entre l'adulte et l'enfant, la présence de l'adulte en permanence et l'observation de l'enfant. Et ensuite, comment on met en place ça? On met en place ça en considérant l'enfant comme un partenaire et non pas comme un objet. On le reconnaît et on le prend en compte dans son individualité. On a eu plusieurs exemples pendant le live de chaque enfant est différent. On donne du temps et de l'espace à ces initiatives. Ça, c'est vraiment un point très important. Je lui laisse le temps des choses, de faire les choses, de découvrir des idées, de rater. Et je lui laisse aussi le temps d'être d'accord avec ce que je propose. Jesper Juhl dit, lorsque on ne laisse pas, enfin, je ne me souviens pas la phrase exacte, mais si vous ne laissez pas le temps à l'enfant d'être d'accord et de dire oui, vous ne lui laissez que le choix de dire à vos ordres, ce qui est néfaste pour sa construction de lui-même. Donc ça, voilà, laisser du temps et de l'espace à ses initiatives, accueillir ses émotions, soutenir sa découverte du monde en lui proposant des choses nouvelles. Et on revient sur la verbalisation, hein, comme tu disais, mettre des mots, ça aide aussi à découvrir le monde, adapter l'environnement au fur et à mesure, sur la base des propositions, de l'observation, pardon. 1, on observe, 2, on propose, et puis il dispose. Voilà. Marion nous dit, maintenant qu'elle se retourne, elle roule, c'est fun, mais elle commence à aller loin. Oui. Agrandir le tapis. Voilà, au fur et à mesure qu'ils vont de plus en plus loin. Et donc, on a des périodes un peu difficiles où ils peuvent aller plus loin que ce que nous, on a envie qu'ils aillent pour notre tranquillité personnelle. Mais après, on se réadapte et on retrouve des solutions. Hein, mais ça, c'est aussi un principe de la motricité libre, c'est que tout ce qui est dans l'espace, alors au début, c'est le tapis, puis après, c'est le salon, puis après, c'est la maison, est découvrable. Il n'y a pas d'interdit. Je rebondis sur ce que tu disais chez Amy Claire avec la table allongée, où c'est l'adulte qui avait un marchepied et donc la table qui restait fixe. Nous, on était en appartement pour la première, tous les bibelots, les livres, etc., qui étaient à sa hauteur ou quand elle commençait à se hisser, ils ont disparu parce que si on laisse des choses en évidence qu'on n'a pas envie qu'ils prennent, on va commencer dans le non non-stop et le non n'aura plus aucune valeur. Donc voilà, après, c'est à nous d'adapter dans notre environnement et c'est pas les tout petits qui peuvent tout respecter, vivre dans un monde qui leur paraît bien grand, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un temps pour tout, on peut remettre les bibelots, mais voilà, plus pas tard. Tout de suite, voilà, au moins on évite de... Et alors, là je reviens sur une chose qui est proposée à l'atelier Gordon et que j'aime beaucoup, parce que souvent, quand on me dit ça, les gens me disent, oui, mais bon, je ne vais pas tout changer dans ma maison parce que j'accueille mon enfant. Et moi, j'ai une question à vous poser. Si vous devez accueillir pendant, mettons, 6 mois ou 1 an, ou, une personne âgée de votre famille, votre grand-mère, et que cette personne a des problèmes de mobilité, a tout un tas de difficultés liées à la dépendance, liées à l'âge, quelles sont les adaptations que vous allez être capable de faire dans votre environnement? Est-ce que vous allez être d'accord d'enlever le tapis? Est-ce que vous allez être d'accord de mettre une petite rallonge pour qu'elle puisse appuyer sur le bouton de la lumière parce qu'elle ne peut pas y aller?
Est-ce que vous allez être d'accord de retirer tel ou tel meuble parce que sinon elle ne peut pas passer avec son déambulateur ou son fauteuil? Regardez ce que vous êtes capable de faire pour une personne que vous allez accueillir pendant, par exemple, 6 mois, vous allez accueillir votre grand-mère et regardez ce que vous pourriez faire pour votre enfant. C'est quelque chose qui nous permet aussi de voir que enlever les bibelots ou adapter l'environnement à l'enfant tant qu'il est petit, c'est pas aussi absurde et aussi que ça en a l'air en fait. C'est juste une personne qu'on accueille et on s'adapte à sa capacité. Voilà. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Le live sera visible en replay, donc n'hésitez pas à le partager là maintenant si vous le voyez en direct, mais aussi si vous le voyez en replay, pour le faire connaître à des personnes de votre entourage, de vos amis qui pourraient être intéressés. Vous pouvez bien sûr commenter, même si vous regardez en replay, je viendrai vous répondre. Et voilà, le prochain live avec un partenaire, c'est avec Magali. La date exacte, je ne m'en souviens pas, mais je vous la redonnerai. Par contre, le sujet, je le sais, on va parler de l'obéissance. Hein, je disais que c'est les partenaires qui ont proposé les sujets. Magali m'a dit, oui, moi je suis convaincue que, bon, l'objectif, c'est pas l'obéissance, mais il y a des moments quand même, là, je voudrais vraiment que ça se fasse, quoi. Hein, alors, on fait quoi? Une des premières solutions, c'est de leur laisser le temps de répondre quand on laisse de mijoter la chose. On vient de le dire. Voilà. Et donc, on en parlera, hein, des moments où, bon, mais là, quand même, il faut qu'ils le fassent parce que c'est pas possible. Ça, c'est le prochain live. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde.